Fidèles de Congo Vision, bonjour. Vous êtes à l'écoute de la radio Congo Vision émettant des États-Unis d'Amérique. Merci d'écouter cette édition spéciale consacrée exclusivement aux élections générales qui vont avoir lieu, sauf imprévu, cette année en République démocratique du Congo. Congo Vision reçoit pour vous une personnalité scientifique qui n'a plus besoin de présentation pour en parler. Il s'agit du docteur Nzongola, George Nzongola, qui enseigne actuellement à UNC Chapel Hill, en Caroline du Nord, ici aux États-Unis d'Amérique. Comme vous le savez, il a été vice-président de la commission électorale en 1996, commission qui a été mise en place par la Conférence nationale souveraine. C'est à ces titres, du reste, que nous les recevons. Professeur Nzongola, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour. Je m'en vais tout de suite vous demander d'évaluer les chances de la RDC d'organiser les élections à tous les niveaux cette année. Ces chances sont extrêmement minimes, pour commencer parce que nous avons un État extrêmement faible et qui n'a pas des institutions capables de faire quoi que ce soit sans l'appui de l'extérieur. Nous avons un gouvernement qui n'est même pas capable de protéger sa propre population. Nous connaissons très bien les atrocités commises par le voyou de l'armée de résistance du Seigneur à Faradje, dans le nord de notre pays, sans qu'on ait aucun soutien de la part des forces armées de la République démocratique du Congo, ni de la police nationale. Donc nous voyons très clairement que cet État n'est pas capable d'organiser des élections sans appui extérieur. Deuxièmement, le gouvernement au pouvoir n'a aucun souci d'organiser des élections transparentes et démocratiques. Nous voyons déjà que le gouvernement est en train d'empêcher l'opposition de s'organiser et de mener campagne, ce qui est totalement normal dans un système démocratique, qu'on puisse se présenter, qu'on puisse organiser et faire campagne. Nous connaissons ce qui est arrivé à Vital Kamerhe, à Goma et à Bukavu, et ce qui est arrivé dernièrement à l'opposition démocratique à Kinshasa vendredi, où ils ont été empêchés de se réunir, ne fût-ce que pour adopter un texte marquant l'accord de l'opposition pour faire cause commune contre le pouvoir en place. Il y a beaucoup de questions autour de la loi électorale, comme vous le savez. La majorité présidentielle a annoncé son intention d'amender cette loi pour que l'élection présidentielle se passe à un seul tour. Quelle est votre appréciation critique de cette proposition du gouvernement? Je suis complètement d'accord avec son éminence, le cardinal Monsengo, quand il dit que cela veut dire que nous aurons un président élu par 20% de la population. C'est tout à fait contre l'esprit de loi, parce que nous avons adopté le système à deux tours. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays où il y a une grande diversité ethnique et régionale, un pays où il y a beaucoup de partis politiques. Alors dans un tel système, il n'y a aucune raison d'avoir un scrutin unique. On peut l'expliquer aux États-Unis d'Amérique parce qu'ici nous avons 2 ou 3 formations politiques qui seront donc qui vont combattre pour l'élection présidentielle, mais ce n'est pas le cas de chez nous. Donc ça n'a aucun sens. Et si le gouvernement veut changer la loi électorale aujourd'hui, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gagner au deuxième tour. Et qu'est-ce qui empêcherait les animateurs des institutions gouvernementales de ne pas gagner au deuxième tour, d'après vous? C'est parce que ce régime n'a rien foutu. C'est un régime qui est au pouvoir depuis 5 ans et qu'est-ce qu'il a réalisé? On nous parle de 5 chantiers. Où sont ces chantiers? Quand on regarde ce qui a été fait sur le boulevard du 30 juin, où on a coupé tous les arbres qui rendaient ce boulevard extrêmement magnifique, qu'est-ce qu'on voit dans un état où nous avons un pays qui est gauche des ressources naturelles, nous avons un peuple extrêmement pauvre qui n'a rien, nous avons des structures délabrées, tant au niveau des écoles que des structures hospitalières, nous n'avons pas de bonnes routes. C'est un pays qui n'offre aucune garantie de sécurité à sa population. Donc Kabila est au pouvoir depuis 10 ans
il n'a formé aucune unité de l'armée capable de supporter la population, de la protéger. La police nationale, au lieu de protéger la population, le harcèle et commet de bêtises comme l'assassinat de Floribert Chebeya. Alors, pourquoi voter ce gouvernement encore une fois? Et à votre avis, quels sont les préalables pour la tenue des élections apaisées, crédibles et transparentes en RDC cette année? Tout d'abord que le processus soit crédible. La loi électorale ne doit pas être modifiée, la Constitution non plus. Il faut qu'il y ait une commission électorale extrêmement indépendante, c'est-à-dire animée par des personnalités congolaises qui sont de véritables patriotes et qui ont le souci de voir le peuple congolais exprimer sa voix sans aucune contrainte, hein, et sans que la force et l'argent n'achètent donc la volonté populaire. Donc je crois que sans ces trois éléments, qui est donc la liberté d'expression, la liberté d'organisation, la liberté de mouvement des animateurs politiques, qui est donc le peuple ait l'accès à un scrutin extrêmement libre et démocratique, et que la commission soit une commission crédible, et dotée donc de bonnes structures, dotée de moyens pour accomplir sa mission, et ayant à sa tête des femmes et des hommes extrêmement patriotiques et intègres. Mais comment vous évaluez la commission électorale nationale indépendante, la CENI? Mais celle-ci n'existe pas. Qui sont les membres de cette commission? Nous ne le connaissons pas. Le bureau n'a jamais été annoncé. Et les délais impartis à l'État pour mettre en place cette commission sont de loin dépassés. Et qu'est-ce qu'on attend alors? L'abbé Malumalo a mis en place un calendrier électoral. L'abbé Malumalo n'a aucun pouvoir. Son affaire là est terminée. Vous venez de me parler de la CENI. Malumalo est président de la CEI. Ce n'est pas la même chose. Il n'a aucun pouvoir, aucun droit de faire quoi que ce soit parce que sa commission, son mandat est terminé depuis très longtemps. Avant la mise en place de la CENI, il semble que la CEI peut continuer à fonctionner. C'est parce que le pouvoir n'a pas la volonté politique d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui empêche que dans ce grand Congo, où il y a extrêmement des gens instruits, des personnalités de tout genre, qu'est-ce qui empêche qu'on puisse sélectionner des individus pouvant donc diriger cette commission? Où est le problème? Alors, nous venons d'apprendre que vous revenez du département d'État ici en Amérique, où vous avez parlé de la situation qui prévaut en RDC. Voudriez-vous nous donner une idée sur la position ou ce que vous percevez comme être la position du gouvernement américain par rapport à la situation actuelle en RDC? Malheureusement, je ne peux pas révéler les discussions parce que je suis tenu aux règles de Chatham House. On dit que quand on est dans une réunion, on n'est pas donc autorisé de dire ce que chacun des individus a dit. Mais grosso modo, je peux dire que l'intention du département d'État en m'invitant à Washington le 6 janvier, comme j'étais encore invité le 1er juillet de l'année dernière, c'est parce que le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, M. Gianni Carson, a l'intention d'écouter les experts pour mieux diriger son action au département d'État. Et donc il le fait non seulement pour le Congo, mais aussi pour d'autres pays africains dont il a donc la charge. J'ai été reçu par le secrétaire Carson. Je peux vous dire ce que moi j'ai soulevé comme préoccupation. J'ai soulevé 5 préoccupations majeures. Et la première, ça je parle donc de la réunion du mois de juillet, parce que j'ai répété les mêmes préoccupations le jeudi dernier, le 6 janvier. La première préoccupation, c'est la détérioration de la situation des droits de l'homme au Congo. Et vous rappelez que le 1er juillet, quand j'étais là, c'était moins de 30 jours après l'assassinat de Floribert Chebeya, qui d'ailleurs était un grand ami à moi, un homme que j'ai beaucoup apprécié, avec lequel j'ai collaboré quand j'étais à la CNS et à la commission électorale. Et donc, jusqu'à présent,
Nous ne connaissons pas qui est le commanditaire de son assassinat. Nous ne connaissons pas ce qui est arrivé. Le procès continue, mais réellement, moi, je demande toujours qu'il y ait une commission internationale pour statuer sur les faits autour de l'assassinat de Tchebeya. Maintenant, 6 mois après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'assassinat de Tungulu, Armand Tungulu, un jeune Congolais habitant Bruxelles, venu dans son pays pour protester contre le pouvoir en place. Il semble que, d'après les dires des gens, qu'il aurait jeté un caillou au jeep du président. Et pour cette raison-là, on doit le tuer. Hein? Donc, ce sont là les choses qui me préoccupent. Et c'était la première préoccupation que j'ai exprimée au département d'État. La deuxième, c'est le processus électoral. Et comme je l'avais dit, et maintenant j'ai raison, pour dire que ce régime n'a aucune intention d'organiser des élections crédibles, démocratiques et transparentes. On le voit dans le harcèlement de l'opposition, dans l'usage de la police et de l'armée pour empêcher que l'opposition ne puisse s'organiser convenablement. Alors, ça c'était ma deuxième préoccupation. Troisième préoccupation, le fait que depuis qu'il est au pouvoir et depuis son élection en 2006, M. Joseph Kabila ne fait rien pour le développement à long terme des institutions de l'État. L'État congolais est considéré comme un État faible, hein, un État en faillite. Pourquoi? Parce que c'est un État qui est incapable de remplir ses fonctions régaliennes, hein, comme tout État qui se respecte. Alors nous posons la question, que faire maintenant pour avoir une armée digne de ce nom, une police qui protège la population, une administration qui administre, hein? Vous voyez, donc ce sont là le problème qui me préoccupe. Quatrièmement, c'était l'ingérence du Rwanda dans nos affaires. Le Rwanda continue. On dit maintenant qu'il y a réconciliation entre Kabila et le Rwanda. Mais quelle réconciliation? Et à l'intérêt de qui? Hein? Nous avons le CNDP qui est rempli de soldats rwandais, qui est intégré dans l'armée congolaise. Est-ce qu'on a trié ces soldats pour voir qui est congolais, qui est rwandais? Et comment pouvons-nous continuer à avoir des soldats rwandais sur notre territoire qui continuent à piller, à violer, à maltraiter la population congolaise? Et ils refusent de quitter l'Est du Congo. Oui, oui. En même temps, nous avons Jean Bosco Tanganda, recherché par la Cour criminelle internationale. Il est officier des forces armées congolaises. Mais comment voulez-vous qu'un président de la République qui se dit garant de la Constitution, de l'unité du pays, du bien-être de la population, garde un criminel de droit commun et recherché en droit international comme officier militaire? Alors c'est tout à fait inacceptable. Hein? Donc, dernièrement, mon dernier souci, c'était que, bien que je sois honoré d'être invité au département d'État, je pense qu'il est mieux que M. Carson écoute la voix d'autres Congolais. Hein? Nous avons une grande communauté congolaise aux États-Unis, dont quelques-uns sont des citoyens américains. Ils ont droit d'être entendus. Et il m'avait promis au mois de juillet que nous aurons donc une réunion régulière, qu'on va avoir des contacts réguliers avec la diaspora congolaise aux États-Unis. Alors, quand j'étais là le jeudi dernier, j'ai posé la question, mais qu'en est-il de cette promesse qui m'avait été faite d'avoir des Congolais ici pour dialoguer? Parce que vous dialoguez avec moi, moi je pars, je peux mourir demain. Alors qui va vous interpeller, dire que vous avez promis de faire X, Y et Z, et vous ne l'avez pas fait? Il faut qu'il y ait d'autres témoins, qu'il y ait des Congolais qui vous écoutent et qui vous disent aussi leurs opinions concernant la marche des affaires dans notre pays et ce que les États-Unis pourraient faire, d'autant plus que certains de ces Congolais sont des citoyens américains et ont droit, en tant que citoyens et contribuables, de demander des actions de leur gouvernement vis-à-vis de leur pays d'origine. Alors là, je peux dire que on m'a promis que d'ici 1 à 2 mois, on va pouvoir réaliser cette réunion de représentant les diasporas congolaises avec le gouvernement américain. Donc c'est tout ce que je peux dire concernant mes contacts avec le département d'État. Restons sur le dossier de non-respect des droits humains au Congo. La RDC vient d'être exclue de l'AGOA par le gouvernement américain et c'est d'ailleurs ça la raison qui a été avancée. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une victoire pour les lobbies rwandais qui veulent continuer à exploiter les ressources minières de la RDC? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une sanction contre la RDC pour
le non-respect des droits humains? Ou c'est peut-être les deux à la fois? Je ne suis pas réellement au courant des raisons ayant poussé le gouvernement américain à prendre cette position, mais je crois savoir que la gestion économique y est aussi pour quelque chose. La gouvernance économique est extrêmement désastreuse au Congo. Vous savez ce qui arrive avec les contrats miniers, le contrat qu'on signe avec des gens et puis le gouvernement ne le respecte pas et donne une concession à quelqu'un, demain il va retirer cette concession, la donner à quelqu'un d'autre. Il y a la corruption qui est bien connue, qui a des officiels qui sont vraiment partie prenante de mauvaises pratiques en matière de gestion économique. Je crois que tout cela y est pour quelque chose. Certainement, le droit de l'homme, c'est un bon discours, mais nous savons que ce gouvernement américain pratique une politique de 2 poids 2 mesures. On s'acharne sur certains pays comme le Zimbabwe de Mugabe, la Côte d'Ivoire de Gbagbo, mais quand Meles Zenawi d'Éthiopie ou Paul Kagame de Rwanda ne respectent pas les règles démocratiques, on ne fait rien. Et d'ailleurs, juste avant les élections au Rwanda, élections présidentielles au Rwanda, on a vu ce qui s'est passé. Et là, il n'y a pas eu de sanctions. En Angola, maintenant, avec l'expulsion des Congolais, il n'y a rien. En tout cas, c'est comme vous parlez de 2 poids, 2 mesures. Mais est-ce que vous pensez vraiment que les élections en RDC vont aider la RDC à sécuriser finalement, à mettre fin à la crise qui prévoit à l'est du Congo et à sécuriser les frontières de l'est aussi? À condition que ces élections soient réellement démocratiques et transparentes et que l'opposition politique, qui aujourd'hui fait montre d'une grande maturité dans son souci d'unité, dans son souci de trouver le cas échéant un candidat unique pour s'opposer à Kabila, je crois que dans la mesure où tout cela est possible, je crois que les élections pourront faire quelque chose. Mais j'ai beaucoup de doutes parce que ce que je vois, et je vois que Kabila n'a aucune contrainte, ni nationale ni internationale, pour respecter les règles du jeu. Et le président Kabila a toujours la majorité au Parlement. Il peut jouer avec cette majorité pour faire amender la loi électorale et finalement se maintenir au pouvoir. Oui, mais vous savez très bien ce que valent nos parlementaires. Nous avons vu, après l'élection de 2006, les gens ayant échoué dans leurs circonscriptions électorales respectives pour être élus députés, ont été élus gouverneurs et sénateurs, à force de corrompre les assemblées provinciales. Et même au niveau national, M. Kabila a la majorité au Sénat, M. Kengo qui a gagné la présidence du Sénat. Et même le premier vice-président, les deuxièmes sont aussi démoboutistes. Alors comment expliquer cela? Donc je crois que ce Parlement-là ne faut pas grand-chose. Ils sont capables de faire tout. Alors moi je pense que ce qui serait mieux, si réellement nous avons la chance d'avoir des élections libres et démocratiques, nous pourrions balayer ces 2 chambres et y mettre vraiment des personnalités qui sont de véritables patriotes et qui sont prêts à faire tout pour assurer la souveraineté et la bonne marche de notre pays. L'opposition jouera peut-être un rôle plus important cette fois-ci. On a vu que le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, est retourné au pays. Kamere vient de rejoindre l'opposition. Le MLC est toujours là, en dépit de l'absence de son président. Qui est malheureux, vraiment. Est-ce que vous pensez, de tous ces candidats, qui voyez-vous qui peut faire l'unité, disons, de l'opposition, qui peut faire face au président Kabila, par exemple? Moi, je pense que toutes les personnes que vous avez mentionnées là, l'une ou l'autre est capable de battre Kabila, s'il y a des élections libres et démocratiques. Parce que moi, je ne vois pas comment Kabila peut battre quelqu'un qui a une assise sociale au pays, quelqu'un qui a
une certaine popularité dans une région donnée. Kabila, on nous a dit que la dernière fois qu'il a été élu grâce aux voix massives de l'Est, mais il a perdu cette région du pays. Il avait promis qu'il était le pacificateur, qu'il a ramené la paix, mais qu'est-ce qu'on voit, que nous voyons? Des centaines, même des milliers de femmes et de filles continuent d'être violées, hein, continuent d'être mutilées, et nous voyons que la paix n'existe pas. Le pillage de l'Est continue, donc l'insécurité est totale à l'Est du pays. Alors comment est-ce que cette région peut voter pour ce monsieur, hein? Mais l'opposition ne présente pas encore de projets de société, des projets de société solides dans lesquels la population se reconnaît. Jusque-là, c'est beau de critiquer ce qui est là, mais l'opposition, est-ce que vous avez des propositions, des recommandations pour cette opposition? Non, mais quand vous regardez chacune des formations, hein, le groupe de Fayulu, le groupe de Kamere, le groupe de l'IMLC, l'UDPS, chacune de ces formations a son projet de société. Certainement, il peut y avoir des lacunes, des carences ici et là, mais nous avons le temps pour pouvoir travailler avec ces formations pour améliorer leurs projets de société respectifs. Et j'ose espérer que l'un de ces jours, l'opposition va se retrouver pour qu'on ait un projet unique. Qu'on fasse ce que l'opposition sénégalaise a fait en l'an 2000 pour avoir un projet unique, un candidat unique pour assurer l'alternance. Il y en a qui parlent de l'âge de Tshisekedi comme critère pour les disqualifier, et Kamere, on croit que c'est un pion du pouvoir. Le MLC, Jean-Pierre Bemba n'est pas là. Ouais. Le docteur Kachala est ici en Amérique, il n'est pas sur place au Congo. Mais est-ce que vous pensez que Tshisekedi, en dépit du poids de l'âge, il est capable de jouer un rôle de leadership au Congo? Oui, d'après mes derniers contacts avec lui, j'ai parlé avec lui avant qu'il ne quitte Bruxelles, il me semble extrêmement lucide. Il me semble vraiment qu'il a récupéré sa santé, qu'il est en très bonne santé maintenant. Mais on va le voir. Je crois que la campagne électorale nous fournira les preuves de voir si réellement il est bien rétabli, s'il est en mesure de faire le travail. Mais Tshisekedi n'est pas indispensable. Personne n'est indispensable. Et moi, je ne veux pas accepter l'idée que, à part les individus que vous avez cités, nous n'en avons pas d'autres. Hein? Il y a d'autres individus au Congo. Hein? Il y a les gens qui animent le Parlement, par exemple les Kiakwama, il y a les Fayulu que j'ai mentionnés, il y a d'autres candidats possibles. Nous avons des hommes et des femmes au Congo de très grande valeur qui peuvent diriger un pays de 70 millions d'habitants. On ne peut pas dire qu'il n'a pas des éléments valables pour le diriger. Nous en avons. D'ailleurs, la diaspora est aujourd'hui bourrée de gens qui se présentent ou qui se proclament candidats à la présidence. Ici, il y a Dr Mboyo, il y a M. Emmanuel Weyi, il y a Ben Kalala. En Europe, il y en a plein. Comment vous trouvez cette recrudescence de déclarations de candidature à travers la diaspora? Mais ça ne m'étonne pas parce que ce n'est pas la première fois. Nous avons eu plusieurs candidats de la diaspora en 2006. Vous avez mentionné le Dr Kachala, il y a eu aussi Alafuele Mbouyi Kalala, il y en a eu d'autres. Non, c'est leur droit démocratique. Mais moi, je pense que la preuve d'un candidat sérieux, c'est la présence sur le terrain au Congo. Hein? C'est-à-dire que nous n'allons pas avoir des candidats qui vont être parachutés au Congo. Hein? Quel que soit leur niveau d'appui, quel que soit ce qu'ils ont comme ressources financières, l'essentiel c'est réellement de pouvoir démontrer à la population qu'on est souci de ses intérêts, qu'on partage ses aspirations et qu'on est capable de les réaliser. Et pour ce faire, il faut réellement avoir une organisation sur le terrain. Et être sur le terrain, comprendre les préoccupations de la population, travailler avec celle-ci pour aller de l'avant. En 2006, le débat présidentiel a été évité, contourné.
même si la loi électorale prévoyait ou prévoit un débat présidentiel au deuxième tour. Et il y en a qui croient que c'est une des raisons pour laquelle le pouvoir, la mouvance présidentielle est en train d'éviter le deuxième tour. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je n'en sais rien réellement, je ne peux pas émettre une opinion là-dessus. Je ne crois pas si la peur de débat peut influencer toutes les actions prises par Kabila et son entourage. Je crois que ça pourra être un élément, mais il y en a certainement d'autres. L'essentiel est qu'ils veulent s'accrocher au pouvoir. Ça, c'est une pratique qui est universelle. Quand on est au pouvoir, on veut y rester. Dans les pays développés, ce qui empêche cela, c'est que les institutions sont solides. Les institutions sont capables de faire partir les gens. Tandis que chez nous, tout est personnalisé et l'entourage sait que sans leur homme au pouvoir, ils n'auront plus rien. Donc, ils feront tout pour qu'ils restent là-bas. Tu vois déjà ce qui se passe en Côte d'Ivoire, que l'entourage de Gbagbo n'aimerait pas qu'ils cèdent parce qu'ils auront beaucoup à perdre. Et cela arrive un peu partout. Donc, je crois que c'est là l'élément majeur. Les référendums sur l'autodétermination du peuple soudanais doivent faire réfléchir le peuple congolais. Après la partition du Soudan, quel pays sera visé après? Le Nigeria, il y a Kadhafi qui a même proposé que le Nigeria soit morcelé en deux blocs, chrétiens-musulmans. La RDC, on doit craindre avec les soldats du CNDP. Vous avez fait mention des Rwandais qui font partie de cette armée-là et qui refusent de quitter l'Est du Congo. Est-ce que nous devons avoir des inquiétudes? Pas du tout, absolument pas. Il faut voir que l'histoire du Soudan n'est pas l'histoire de la RDC ni du Nigeria. Moi, je ne crois pas que le Nigeria va se scinder en deux ou trois morceaux. Ils ont fait l'expérience du Biafra. Le Nigeria est un pays qui est extrêmement uni, un pays que malgré les incidents qu'on a eu à Jos et dans d'autres villes comme Maïdougouri, ces incidents ne peuvent en rien causer la désintégration du Nigeria. Au contraire, ça renforce le souci qu'ont les Nigériens de réparer donc les divisions et de pouvoir renforcer leur unité nationale. Même chose au Congo. Le petit Rwanda ne va pas nous diviser. Certainement, nous avons leur occupation, ils peuvent piller le pays parce que nous n'avons pas de présence militaire, nous n'avons pas une armée capable de les refouler. Mais un de ces jours, ça va venir. Et le Congo ne va pas se diviser. L'histoire du Soudan est tout à fait différente. C'est un pays qui a été gouverné comme deux morceaux différents par la Grande-Bretagne. Malheureusement, en 1956, quand l'indépendance a eu lieu, ils les ont mis ensemble et comme le Sud n'était pas développé, il n'y a pas de cadres, ce sont les cadres du Nord qui sont allés donc diriger le Sud. Il y a eu donc la répression, l'injustice, ce qui fait qu'il y a eu deux guerres civiles de 56 à 72 et de 83 à 2005. Donc nous n'avons pas vécu cette histoire-là. C'est notre histoire complètement différente. L'expérience électorale de la Côte d'Ivoire doit servir de leçon à la RDC. Quels enseignements pouvons-nous tirer de cette expérience? Moi, je pense là aussi où nous ne devons pas nous soumettre au dictat international extérieur. Vous voyez, vous avez vu par exemple que dans notre pays, quand nous étions sous la tutelle du CIAT, du Comité international pour l'accompagnement de la transition a été extrêmement mal gérée. Pourquoi? Parce que dirigée de l'extérieur. La même chose en Côte d'Ivoire, quand Gbagbo a signé cet accord avec l'ONU, donnant à l'ONU le dernier mot sur le processus électoral, c'était une grande erreur de sa part. Nous ne devons pas faire cela. Nous devons prendre en main nos propres affaires. Ce sont des affaires de souveraineté qui ne doivent pas être laissées aux étrangers ni même à l'ONU, parce que nous savons que l'ONU est contrôlée par les grandes puissances. Donc c'est nous qui devons nous occuper de nos affaires et non pas laisser ça aux étrangers.
Si vous étiez demandé de prédire ce qui se passera en RDC cette année sur le plan électoral, quelle serait votre prédiction? Ah, je ne suis pas un prophète, hein. Je ne peux pas prédire, non, pas du tout. Comme je l'ai dit, il faut d'abord que les conditions d'un scrutin juste, équitable et démocratique doivent être établies. Nous devons lutter, nous devons tout faire pour que les conditions soient vraiment des conditions appropriées pour que le peuple congolais puisse exprimer son opinion librement. Alors, comme mot de la fin, si vous avez un message pour les politiciens congolais. Ils doivent faire montre du patriotisme. Je crois que ce qui nous manque beaucoup dans nos pays africains et aussi dans notre pays, le Congo, c'est le manque de patriotisme. Si on aime son pays, on n'aimerait pas que son peuple souffre. On ferait tout pour mettre fin à la misère. Parce que nous avons un pays extrêmement riche en ressources naturelles, où tout le monde peut vivre dignement, où les enfants ne doivent pas mourir avant l'âge de 5 ans, où nous pouvons réellement réaliser un bon avenir, un meilleur avenir pour le peuple congolais. Merci beaucoup. Merci, professeur Georges Njongola. Nous rappelons à nos auditeurs que nous recevions là le professeur Georges Njongola qui enseigne à UNC Chapel Hill, ici en Caroline du Nord, aux États-Unis d'Amérique. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons à la prochaine. Merci bien.